Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Dzea News et sur Dzea TV pour cet entretien exclusif que nous a accordé aujourd'hui Kamel Daoud, journaliste et auteur de plusieurs romans. On se souvient notamment de la préface du Nègre, mais également de Meursault contre-enquête et aujourd'hui pour Zabor ou les psaumes. Alors on se trouve au sein de la librairie L'Arbre à dire du nom du roman de Mohamed Dib. Kamel Daoud, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, nous le disions à l'instant, vous êtes ici pour la sortie de votre nouveau roman, Zabor ou les psaumes. On aurait pu dire également peut-être Daoud ou les psaumes, tant certains passages ont une forte connotation biographique. Je pense que c'est le propre de tout roman, de tout romancier ou de tout écrivain, de puiser dans sa propre vie pour écrire, et on ne fait que déguiser sa propre expérience. Donc parfois c'est à dose variable. Il y a des moments où l'autobiographique prime un petit peu sur le fictif et d'autres moments où la fiction prime un petit peu sur l'autobiographique. Ce que je raconte ici ou ce que raconte le narrateur, parfois se chevauche, parfois correspond à ma propre vie, c'est-à-dire mon expérience de la langue, l'amour et la passion que j'ai pour la littérature, le culte que j'ai pour la liberté, etc., qui sont des thématiques qui sont celles de ma vie, mais aussi celles du personnage. Alors, avant de parler de votre amour, vous l'avez dit, pour la langue française, on va peut-être revenir d'abord sur l'histoire du narrateur, l'histoire de Zabor. Vous faites l'apologie, vous parlez de l'écriture comme d'un exutoire et comme un rempart contre la mort. La mort et l'écriture qui sont donc très présentes dans ce roman-là, est-ce que ce sont deux choses qui sont en perpétuité dans votre vie, que vous connaissez quelque chose dans votre quotidien? Je ne sais pas, mais vous savez, les thématiques sont des périodes dans la vie d'une personne. Il y a des moments où on s'intéresse plus à certains sujets qu'à d'autres. Pour le moment, l'idée de l'écriture comme barrage contre la mort, mais tout ce qui incarne la mort aussi, c'est l'imbécilité, l'idiotie, les radicalismes, le refus, le déni, etc. Et l'écriture comme rempart, comme instrument de prise de conscience aussi, mais aussi comme droit de rêve. Et comme preuve d'une plus grande conscience qu'on a sur le réel, me préoccupe maintenant. Parce que j'ai l'impression que nous sommes dans une sorte d'époque d'enjeu entre la liberté d'écrire et de lire, de créer, de dessiner, de danser et de faire, entre ce qui veut contraindre cette liberté. Donc ce sont des thématiques qui répondent à l'actualité aussi, mais ce sont des obsessions qui remontent à beaucoup plus loin. Alors, on va revenir peut-être à cet amour de la langue française, une langue dans laquelle vous avez baigné dès votre plus jeune âge. Aujourd'hui, on est en 2017, quelle place vous pensez que le français a chez nous, en Algérie? L'expression de l'amour de la langue française, c'est la vôtre, pas la mienne. Donc c'est juste pour dire que j'aime cette langue, j'aime écrire en français, je ne trouve pas de complexe, je n'ai pas à me justifier. Et autant que d'autres qui écrivent en arabe ou en perse ou en russe n'ont pas à se justifier. Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà du débat idéologique sur les langues. Pour moi, c'est un instrument pour faire lire, pour comprendre le reste du monde et aussi nous faire découvrir le reste du monde. Donc, il ne s'agit pas d'amour parce que ça connote autre chose. J'aime écrire dans cette langue parce que c'est une langue qui me fait rêver. Je suis l'enfant de l'indépendance. Mes aînés étaient les enfants aussi d'une période de colonisation très dure. Et pour eux, la langue française est une langue de coercition, de violence, de blessures, de meurtres et de crimes. Pour moi, c'est une langue de délivrance, de rêverie, de textualité, de sexualité aussi. Donc ce n'est pas contradictoire, il s'agit de deux périodes de l'histoire. Et je pense que qu'on le veuille ou pas, cela fait partie de notre richesse, de notre patrimoine. Elle ne nous a pas été donnée cette langue, elle a été abandonnée, elle a été arrachée, elle a été enrichie par d'autres de ceux-là qui ont subi cette langue aussi. Donc je n'ai pas à répondre sur mes choix linguistiques. Franchement, je pense que l'essentiel c'est d'écrire. Qu'on écrive des livres, qu'on fasse rêver, qu'on le fasse en français, qu'on le fasse en russe, qu'on le fasse je ne sais pas, en espagnol, mais l'essentiel c'est d'écrire. Si on s'attarde trop sur le débat linguistique, on va idéologiser ce débat-là et on va fétichiser les langues. Il n'y a pas de langue meilleure qu'une autre, il y a juste ce qu'on en fait qui est meilleur ou pire que ce que font d'autres. Alors, on va peut-être revenir également sur cette longue période de votre vie dans laquelle vous avez été journaliste, également chroniqueur. Vous étiez quelque part, à travers votre chronique, un témoin privilégié où vous racontiez votre époque au fur et à mesure. Vous avez récemment annoncé que vous alliez plus vous consacrer à l'écriture de livres et donc laisser peut-être tomber la chronique. Est-ce que vous ne pensez pas, quelque part, que vous avez acquis une légitimité et peut-être même un devoir de raconter et de continuer à raconter l'époque contemporaine, l'époque algérienne dans laquelle on vit? Ben, j'ai changé d'instrument, je n'ai pas changé de musique. C'est que j'ai envie maintenant d'écrire des livres. Et je pense que c'est quelque chose qui interroge l'actualité et qui interroge le réel de manière beaucoup plus patiente, beaucoup plus profonde que le simple traitement de l'actualité. J'ai fait 19 ans de journalisme ou 20 ans de journalisme, plutôt 19 ans de chronique. J'estime que j'ai le droit de changer aussi
d'instruments d'expression. J'ai envie de faire de la littérature aujourd'hui. Je pense que l'enjeu est là. Je ne dis pas que ce n'est pas important de traiter de l'actualité. Et l'expérience du journalisme en Algérie, elle est riche, elle est extraordinaire, elle est marquante et elle est très singulière par rapport au reste du monde. Donc je ne dis pas que ça ne se justifie pas, mais pour moi, c'est un champ d'expression qui ne me satisfait plus. Il me faut quelque chose de plus. Il me faut interroger le réel autrement. Et j'avais envie de faire ça. Donc, ce n'est pas question de devoir ou question d'obligation, c'est question là où on se sent capable d'apporter quelque chose. Pour le moment, j'ai envie de faire de la littérature. Alors, il y a un point sur lequel aussi j'aimerais revenir avec vous. À vos nombreux détracteurs, à ceux qui vous ont qualifié... Ils sont nombreux ? Il y en a quelques-uns, mais on vous a aussi qualifié quelquefois de provocateur. Vous avez répondu que vous rêviez plutôt d'être vu comme un débatteur, que vous posiez les bonnes questions. Est-ce qu'on peut, à l'heure actuelle, chez nous, quelle place y a-t-il pour le débat au sein de la société civile? Non, le débat, la liberté du débat n'est pas offerte. Il faut pouvoir la construire. On la construit avec l'apaisement, avec l'idée et la culture du consensus, en mettant de côté cette culture du harkisme, c'est-à-dire celui qui n'est pas de mon avis, c'est un traître, c'est-à-dire ce radicalisme de l'opinion. Et c'est comme ça qu'on construit un champ d'expression et de débat. Vous dites provocateur, je n'ai jamais été provocateur. Je pense que je jouis d'une liberté que des générations précédentes ont payée très cher et qui me l'ont léguée, et j'en jouis. Je débat, je pose des questions, j'interroge mon propre monde, je dis ce qui me paraît évident, je traite de la question de la colonisation ou du colonial, je dis que nous sommes responsables de notre situation telle qu'on est maintenant, je dis qu'on ne peut pas cracher sur l'humanité et en même temps dire que l'humanité nous rejette, je dis que la religion n'appartient à personne et qu'elle peut être réfléchie par tout un chacun. Il n'y a personne qui a l'acte de propriété d'une religion. Bon, s'il y a quelqu'un, vous me le montrez. Et vous dites qu'ils sont nombreux les détracteurs. Je ne pense pas. Je visite les villages et les villes algériennes, je rencontre des gens. Certains gens ne sont pas d'accord avec ce que je pense, mais ils pensent. Et ça, c'est important. Certains sont d'accord avec ce que je dis, mais ils veulent le continuer, peut-être l'approfondir. Je pense qu'il faut qu'on construise une place au débat et qu'il faut qu'on mette de côté cette maladie algérienne quasiment chronique, l'unanimisme. On n'a pas besoin de penser de la même manière. Et celui qui est différent est juste cultive juste des différences. C'est quelqu'un qui est comme nous. Donc nous avons besoin de mettre fin à la pensée unique, à la non-pensée unique et surtout au parti unique dans les têtes. Alors vous sillonnez le pays depuis quelques jours donc pour justement la sortie donc, de votre roman Zabor. Vous êtes parti à la rencontre des lecteurs qui sont plus nombreux, heureusement que vos détracteurs. Quel regard vous pouvez jeter maintenant sur la place à la littérature en Algérie? Est-ce que vous avez le sentiment que, on a longtemps dit que malheureusement chez nous on ne lisait pas beaucoup, quel regard vous jetez sur la place de la littérature en Algérie? Est-ce que vous pensez qu'on lit suffisamment? Comment faire pour lire plus, pour encourager les gens à lire plus? Comment faire? Il y a des gens qui font ce travail-là. Il y a des éditeurs, il y a des libraires, il y a des associations qui travaillent sans subvention, sans aide pour inviter des auteurs. Il y a des bénévoles, il y a des mécènes, il y a des gens qui font ça. Donc constater que le lectorat se réduit ou le livre n'a pas beaucoup de place, c'est une sorte de défaitisme que personnellement je n'aime pas. Comment revitaliser ce champ-là? C'est en y allant, en partageant. Nous n'avons malheureusement pas accès aux écoles algériennes, à beaucoup d'espaces publics en Algérie, mais beaucoup de gens font beaucoup de choses. Bon, on a le beau rôle quand on est écrivain, vous savez, vous êtes connu. Mais les gens qui ramassent un peu d'argent pour inviter un auteur, pour lui payer une nuit d'hôtel, pour, je ne sais pas, pour acheter un sandwich, ça, ce sont des gens qu'il faut saluer. C'est eux qui revitalisent la vie du livre. Et ça, c'est important. Dire que les Algériens ne lisent pas, nous sommes passés par une guerre civile, ça il faut l'admettre, qui a déstructuré un petit peu l'économie du livre. Donc ils n'ont pas accès. Mais les Algériens, j'avais remarqué, beaucoup ont besoin d'abord de connaître l'auteur, de le toucher, de ne pas se sentir méprisé parce que, vous savez, les circuits de médiatisation, etc., on n'a pas accès au public, on n'a pas contact avec le public. Ils ont besoin aussi peut-être de figures d'intellectuels qui incarnent plus ou moins une indépendance, une liberté, peut-être une réussite aussi, donc de croire en autre chose. Ils ont besoin d'écouter et qu'on puisse interpréter le réel autrement que par la grille religieuse ou par les chaires de télécommande, etc. Donc, non, je pense que ça, c'est difficile, c'est laborieux, mais ça se construit. Ça se construit d'une manière au corps à corps, d'une manière physique. Donc il faut y aller. Et beaucoup d'auteurs algériens le font vraiment. Alors, peut-être pour finir et revenir à Zabor ou les psaumes, vous l'avez dit à l'instant, c'est l'écriture comme un rempart contre la mort qui est aussi l'imbécilité, l'intégrisme aussi peut-être, l'extrémisme. Comment vaincre cet intégrisme et l'intégrisme va-t-il un jour disparaître de chez nous, enfin en Algérie? Ça, je ne sais pas s'il va disparaître, ou c'est nous qui allons disparaître avant. Mais ce que je sais, c'est que, de mon point de vue, il est important que les livres circulent.
qui soit traduit, qui soit accessible, qu'il est délivré. Pourquoi? Un livre ne demande pas à quelqu'un de changer d'avis, mais il permet de relativiser, de revenir vers l'humain. Il permet à la vérité d'être cette chose accessible à l'homme qui s'appelle l'exactitude, surtout. C'est-à-dire qu'il nous permet de relativiser. Et une des manières de lutter contre des radicalismes, qu'ils soient religieux ou pas, c'est de faire circuler du sens, de l'art, du figuratif, de la littérature, des romans. Ça permet de relativiser. Et moi, je pense que la culture, elle n'est pas accessoire quand on veut lutter contre les intégrismes. Elle est essentielle. Au contraire, vous l'avez dit, je pense, dans une de vos interventions, si dans les grandes dictatures on s'intéresse, on s'attaque plutôt à la littérature et à l'art, c'est parce que justement on sent que ça peut être, c'est quelque chose qui peut nuire justement à tout pouvoir dictatorial. Pas nuire, c'est qu'on ne peut pas construire une dictature sans qu'on fasse tabula rasa de tout ce qui est de l'ordre des différences, des nuances, etc. Donc, vous savez, pour pouvoir construire un radicalisme, il faut construire un désert avant. Donc, il faut étendre le désert. Donc, il faut raser, il faut détruire, il faut interdire, emprisonner. Et à partir de là, c'est plus facile de construire une dictature dans un désert que dans une librairie. Et alors juste pour finir encore sur ce point de dictature, vous avez dit, vous avez dit aussi dans une de vos interventions que peut-être l'une des grandes malédictions des pays arabes, hormis la Tunisie, c'est d'avoir une armée forte et du pétrole. Écoutez, je suis écrivain, je ne suis pas analyste. Je peux répondre par des opinions. C'est-à-dire, ce que j'avais dit, c'était à propos de la Tunisie, c'est un pays que je salue, que j'admire beaucoup, où il y a une classe moyenne qui s'implique dans la vie civile, la vie sociale de leur pays. C'est une nation qui est très active, où le statut de la femme permet justement de comprendre que lorsque les femmes sont enfermées, tout le pays est emprisonné. Donc, je ne peux pas dire quel est le sort de notre pays sans pétrole, etc. Mais je suis quelqu'un qui plaide pour l'effort, pour l'enrichissement, pour la souveraineté, pour la puissance. Je crois qu'on ne peut pas construire des identités, construire des affirmations, des nationalismes, plutôt des patriotismes, sans force économique, sans travail, sans réhabiliter la valeur du travail, sans réhabiliter le mythe du succès. On a besoin de figures de succès en Algérie aussi, sans revenir vers une sorte de triomphe de l'individu, parce qu'il permet l'émergence d'une responsabilité, d'une éthique individuelle, l'écologie, l'entreprise, la notion du travail, etc. Vous me posez la question sur l'Algérie sans pétrole, je peux pas. Enfin, je fais partie de ce peuple-là et on n'a pas pour le moment expérimenté autre chose. Donc, mais je pense qu'il faut réhabiliter certaines valeurs fondamentales. Le travail, l'honnêteté, le consensus, l'apaisement, la liberté. Et la place de la femme dans tout ça, dans la société algérienne, comment la faire sortir de ce carcan dans lequel elle se retrouve malheureusement enfermée aujourd'hui? Écoutez, il faut d'abord peut-être revoir les lois. Ça, c'est très important. Les Tunisiens sont en train de le faire. Il faut qu'on en finisse avec cette image de femmes comme citoyens de seconde zone. Il faut qu'on reconnaisse aux femmes le droit, à leur corps, à leur sexualité, à leur choix et à la détention du capital et à l'enrichissement. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense, c'est un jugement général. Moi, je juge les pays en fonction de comment ils traitent leurs femmes. S'ils les enterrent, ils s'enterrent eux-mêmes. S'ils les tuent, ils se tuent eux-mêmes. S'ils les voilent, ils se voilent eux-mêmes la face. C'est ma façon de voir les choses. Kamel Daoud, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes pour la sortie de votre nouveau roman, Zabor ou les psaumes, édité aux éditions Balzac et disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci encore. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le reste des programmes de ZTV et de ZN News.